Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement, de militantisme, et pour parler de cela avec vous aujourd'hui, j'ai invité Julien. Bonjour Julien. Bonjour à toi Victor. Alors on va commencer tout simplement par une présentation. Julien, est-ce que tu peux un petit peu nous dire, en quelques mots, on y reviendra évidemment, mais brièvement qui tu es et quel est ton âge, etc. Alors j'ai 47 ans maintenant, bientôt 48 en janvier prochain. Je suis militant politique depuis 31 ans, parce que je crois que mes tout débuts en politique, on y reviendra tout à l'heure, c'était en mars 93. Donc la plupart de tes auditeurs et de nos auditeurs n'étaient même pas nés, peut-être même leurs parents n'étaient même pas encore mariés à cette époque-là. Donc ça fait un petit bout de temps que je navigue dans ce milieu du militantisme politique. Et puis voilà, je suis marié, j'ai 4 enfants. Alors, justement, on va commencer un petit peu par le commencement. Hem, Comment est-ce que tu t'es intéressé la première fois à la politique? Alors en fait, c'est en grande partie évidemment par ma famille. J'avais un grand-père gaulliste, un autre qui était communiste, une grand-mère communiste, une autre qui était plutôt apolitique. J'avais un oncle qui avait milité dans sa jeunesse à Occident puis à Ordre Nouveau. Et puis j'avais des cousins ou des oncles qui avaient déjà commencé, des cousins plus âgés que moi, qui avaient déjà commencé un petit peu à militer. Et puis ensuite par quelques rencontres au lycée. Mais c'est essentiellement par ma famille que j'ai commencé un petit peu à entendre parler de politique, pas trop par mes parents, paradoxalement, parce que c'était pas des sujets que mes parents abordaient spécialement. Peut-être ils considéraient que j'étais trop jeune ou que c'était pas à eux d'orienter peut-être mes idées. En tout cas, on parlait très peu de politique à la maison, mais je te dis par mes grands-parents et par d'autres personnes de ma famille, je me suis intéressé relativement jeune à des problématiques politiques. Donc relativement jeune, ça veut dire quel âge à peu près? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc j'ai commencé à 15-16 ans, 15 ans, j'ai commencé à entendre parler de choses un peu politiques, et puis à 16 ans, j'ai commencé à militer. Alors à l'époque pour un grand mouvement, un grand parti politique qui depuis a changé de nom. Ça c'est pour pas dire que c'est le Front National, mais c'est le Front National, tout le monde l'avait compris. Et donc j'ai commencé à 16 ans par des collages, des tractages et même des boîtages à l'époque. Ah non, non, je considérais que c'était le parti de ce que j'en entendais qui correspondait le mieux à mes idéaux, à mes convictions, à ce que je pensais juste. Et donc, voilà, moi, je suis pas un dogmatique, j'avais pas d'a priori. Et moi, ce parti, j'entendais parler. Et quand j'entendais des représentants politiques du Front National, notamment Jean-Marie Le Pen à l'époque, parler ou faire des discours, je trouvais ça plutôt pertinent, cohérent, intéressant, plein de bon sens, simple, humain. Donc ça me correspondait assez bien, et donc pour moi c'était assez logique que je milite pour ce parti. Mais du coup, avec un petit peu l'influence, on va dire, familiale qui t'a orienté en quelque sorte, comme ça? Oui, oui, ah oui, oui, non, non, ça, il faut pas nier l'orientation que peuvent donner certaines personnes de la famille. Moi, j'en entendais parler, voilà, mais on m'a jamais dit, tiens, ce serait bien que tu milites ou ce serait bien que tu votes pour ce parti plus tard. Moi, mes parents et notamment ma mère me disaient toujours, je ne souhaite pas que tu répètes ce que tu entends à la maison. Je veux que si tu dis quelque chose, quand tu dis quelque chose, je veux que tu le penses toi. Et donc, voilà, mes parents et notamment ma maman m'ont toujours plutôt un peu réfréné non pas réfréné dans mon militantisme, mais m'ont toujours alerté sur le danger de répéter un peu ce qu'on entendait à la maison. Mais oui, c'est clairement par des discussions que j'avais avec ma famille, voilà, et c'est par ma famille que j'ai été introduit dans le milieu politique entre guillemets. Je te dis par des premiers tractages, des premiers boîtages, on mettait des cassettes audio à l'époque de discours de Jean-Marie Le Pen dans des boîtes aux lettres pour les gens, etc. Donc c'est voilà, Il y a très, très longtemps, là. ah, il y a très très longtemps, je te confirme. Il y avait pas de 5G et on faisait pas de podcast.
je te confirme. Et donc du coup, donc premières activités politiques, tu dis, voilà, un peu un militantisme, on va dire, de terrain, donc avec, voilà, le triptyque habituel, tractage, collage, boitage. Est-ce que tu avais voilà, d'autres activités un petit peu aussi, politiques dans le cadre justement du parti? Non, pour moi, le militantisme, a toujours été un investissement de terrain. Pour moi, si on met pas les mains dans le cambouis, c'est compliqué de comprendre les problématiques, humaines, les problématiques des gens quand on va pas à leur rencontre, quand tu vas pas discuter avec eux sur les marchés. Et puis, bon, à part ce triptyque-là, il y avait mes premières manifestations, notamment une première manifestation contre la politique agricole commune qui avait été organisée par le Front National, où j'avais rencontré sans le savoir après des futurs camarades qui sont devenus des amis et qui eux militaient à l'époque au GUD et c'est devenu après de très bons amis, mais à l'époque je les avais croisés sans savoir que c'était eux. Mais voilà, c'est mes premières, j'ai fait mes armes comme ça avec du militantisme de terrain et quelques manifestations, mais j'ai jamais été un politicien dans le sens où j'ai jamais, je crois n'avoir jamais eu ma carte même dans aucun parti ou aucun mouvement. Donc j'ai toujours été un peu un électron libre, mais voilà, j'avais pas d'autres activités spécialement pour le parti. Après, plus tard, si, j'en ai eu au tout début des années 2000, où j'avais fait une semaine entière en province pour aller chercher des signatures. J'avais une des deux camionnettes de collage sous ma responsabilité pendant les élections présidentielles de 2002, avec l'autre camionnette était conduite par mon cousin, paix à son âme. Et donc, on était tous les deux, voilà, on avait tous les deux les camionnettes de collage de Paris et banlieue parisienne. Et voilà, donc ça a toujours été pour moi quelque chose qui devait se faire sur le terrain. Et c'est toujours comme ça que moi j'ai conçu le militantisme et mes engagements, quels qu'ils soient d'ailleurs, même après. OK, et du coup, donc ça, tous ces engagements, c'était toujours lié un petit peu à des campagnes électorales. Est-ce que tu as eu des engagements justement ensuite en dehors de la campagne électorale? Oui, assez rapidement. En réalité, pour moi, là, on vient de fêter les 30 ans du C9M. Pour moi, la manifestation du 7 mai 94 a réellement été un électrochoc. Déjà parce que j'avais refusé d'y participer. J'avais Alors c'était 17. quoi cette manifestation, Alors juste pour c'était que une les auditeurs aient manifestation qui avait été organisée par le GUD et les JNR à l'époque contre les fastes de toutes les commémorations du débarquement pour les 50 ans du débarquement américain. Et donc c'était une manifestation bienvenue aux ennemis de l'Europe qui était clairement anti-américaine et je ne considérais pas avoir ma place dans cette manifestation, déjà parce que je n'étais ni au GUD ni au JNR, de fait. Et mon cousin avait insisté pour que je vienne en me disant, là, il n'avait pas eu le nez creux, il m'avait dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bon, ça s'est pas très bien passé au final, mais j'avais refusé d'y participer. Et quand j'ai appris le décès de Sébastien, ça a été un vrai électrochoc. Et tout de suite, je suis allé après à la manifestation du 16 mai 94, puisque le premier C9M était en fait un 16 mai, c'était le lundi après son décès. Et j'avais participé à cette manifestation, j'avais rencontré alors, après. juste pareil, Julien, je te coupe 2 secondes, mais pareil parce que peut-être tous les auditeurs connaissent pas l'histoire, voilà, en gros, c'est qui ce Sébastien? C'est quoi Oui, son décès? pardon, je l'ai pas précisé. En réalité, la manifestation au dernier moment a été interdite. Il y avait une forte mobilisation policière qui ont commencé un peu à serrer tout le monde, à embarquer tout le monde. Il y a eu, je crois, plus de 100 ou 150 interpellations ce jour-là. Et il y a un des militants, donc Sébastien, qui a fui par une des rues adjacentes jusqu'à la fameuse rue des Chartreux. Il est monté dans un immeuble, il a essayé d'échapper aux forces de police qui l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'il chute. À degré ou de force, ça, voilà, on ne le saura jamais, sauf peut-être à la fin des temps. Mais en tout cas, il a été pourchassé jusqu'à ce qu'il tombe du toit d'un immeuble de la rue des Chartreux et il est décédé 2 jours plus tard, parce que donc il est tombé le 7 mai, il est décédé le lundi, je crois, dans l'après-midi. Moi, j'avais été mis au courant, en tout cas, dans l'après-midi. Donc voilà, donc c'est un jeune militant qui avait été. Qui était décédé ce jour-là, et donc tous les ans il y avait des commémorations, et donc la première commémoration pour son décès, c'était la semaine d'après. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens de mouvements plutôt d'extrême gauche, parce que de mémoire, je crois qu'une partie de sa famille, en tout cas ses parents, étaient plutôt à gauche. Donc moi j'avais trouvé que c'était une belle manifestation, parce qu'il y avait un peu tout l'échiquier politique, enfin une partie de l'échiquier politique qui était présente. Et pour moi, ça a été un vrai électrochoc, et je pense que c'est ce jour-là, j'étais pourtant pas très vieux, j'avais 17 ans, mais je pense que c'est ce jour-là que je me suis dit, voilà, j'ai 17 ans et j'aurai 17 ans pour toute la vie, c'est ça que je veux faire, je veux m'engager, voilà, je veux être à côté de mes camarades et voilà, c'est ça que je veux faire, je veux militer, je vais m'engager. Et alors, je fais une question un peu volontairement un peu provoque, mais est-ce que, le fait qu'en gros un mec meure, d'un accident lié à une manifestation, comment ça se fait que tu te sois pas dit plutôt:
Bah, en fait, non, mais là, en gros, on va trop loin. La politique nous emmène sur des bah, voilà, enfin, à une mort, à un accident, enfin, voilà, terrible. Je vais justement, arrêter de fréquenter, ces milieux, ces types d'engagement parce que, voilà, bah, c'est on va trop loin. Alors figure-toi que c'est une question que je ne me suis jamais posée, ni à ce moment-là. Plus tard, je me la suis posée de me dire, bah, jusqu'où je vais, jusqu'où je vais pas, quel risque je suis prêt à prendre. Ça, c'est des questions que je me suis posées à l'âge un peu plus adulte, de savoir quel risque je prends en fonction de quel bénéfice il y a ou pourquoi je suis prêt à risquer ma vie et pourquoi je suis pas prêt à risquer ma vie. Ça, c'est des questions que je me suis posées plus tard. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je me la suis pas posée. Je me suis dit, bah, cette mort est absolument injuste, elle est atroce. Et je me suis même pas posé la question de savoir est-ce que c'était lié ou pas à ses engagements, à pas ses engagements. Pour moi, c'était voilà, c'était. Franchement, je me suis même pas posé cette question. C'est pas rentré dans l'équation en fait. C'est rentré beaucoup plus tard dans l'équation. Mais sur le moment, je me suis même pas posé ce genre de questions. Je me suis dit, mais voilà, peu importe. En fait, je pense que dès le début, je me suis dit, peu importe. Si c'est juste, il faut le faire. Après, il y a des risques. On verra quel risque on prend, à quel moment et pour quel bienfait. Mais il faut le faire. C'est ce que j'avais répondu à ma maman plus tard en 2002. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Je lui ai dit, mais parce que si je le fais pas, personne d'autre va le faire. Et il n'y a pas beaucoup qui le font, donc il faut que des gens le fassent. Il faut le faire. Donc, Et donc du coup, ces premiers engagements, que tu vas prendre donc un peu suite à cette manifestation, ils vont être de quelle nature? ah bah, ça va être déjà d'avoir une posture très transcourante. Que moi, je te dis, j'ai jamais été encarté nulle part. Je me suis toujours bien pas entretenu, pardon, entendu, pardon. Tu t'entendais bien? Avec- Pardon? Tu t'entendais bien Oui, je avec les m'entendais bien, différents pardon. parties Ouais, prenantes, je m'entendais. J'ai voilà. toujours tenu à bien m'entendre avec les différents mouvements. Et donc, après, j'ai continué à militer encore pendant quelques années dans la politique pure. Donc, je te disais, au Front National jusqu'en 2002, et même en réalité jusqu'en 2005, avant de comprendre la réalité, mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, la réalité du jeu démocratique. Et après, j'ai milité dans des structures qui avaient été créées ou que des camarades avaient créées, notamment Pro Patria, puis le mouvement d'action sociale. Voilà, j'ai milité dans des mouvements plutôt comme ça. Et on faisait des manifestations conjointes avec notamment les identitaires à l'époque. Ah, moi, j'ai toujours été assez fan de ces manifestations un peu unitaires où les gens mettaient de côté les quelques points sur lesquels ils pouvaient être en désaccord et faisaient force et face à des ennemis et à des adversaires communs. Et alors, tu disais justement tout à l'heure que ta vision a un petit peu changé au fur et à mesure. En gros, quand tu avais, 16-18 ans, tu croyais à quoi? Tu t'attendais à quoi quand tu as commencé à t'engager, à participer à des manifestations, à être présent aux différents rendez-vous, qui étaient proposés, par l'agenda militant et politique? Alors je croyais à l'époque, quel dogme stupide, je croyais au vote, à l'efficacité, à l'utilité du vote et à la politique. J'ai été vacciné, enfin pas vacciné parce que si tant est que la vaccination est une efficacité, mais j'ai été guéri de la démocratie en 2002 et surtout en 2005. Alors pour les plus jeunes, en 2005, c'est le projet sur l'Union européenne et donc c'était un référendum. Le non l'avait emporté. Moi j'avais voté non. Et puis dès le soir même des résultats des élections, à la télé, on nous a expliqué que si on avait voté non, c'est parce qu'on n'avait pas bien compris la question. Et en fait, on allait faire oui quand même. Et donc en Ouais, mais 2005, j'ai compris que il fallait arrêter un peu avec avec ce jeu-là. Donc la première évolution, ça a été d'arrêter presque complètement la politique politicienne pure. ouais, mais tu vois, je pourrais te répondre et pour essayer justement un peu de être l'avocat du diable, mais tu penses pas quand même que le fait d'envoyer plus de députés, plus d'élus, à l'Assemblée nationale, Parlement européen, ça change pas quand même les choses? Que finalement, voilà, que même, le Front national devenu Rassemblement national ou d'autres partis, Reconquête ou je sais pas quoi, fassent des scores plus importants, petit à petit gagnent des places. Est-ce que c'est pas finalement une logique qui, à terme, va les amener au pouvoir? Et est-ce que, finalement, ça participe pas quand même des solutions, peut-être sans être la seule solution? C'est un terrain très glissant parce que j'ai encore beaucoup de mes amis qui sont engagés en politique. C'est un terrain très glissant. Déjà, si j'ai 80 députés, mais que j'en ai 60 qui sont absents lors des votes, ou si j'en ai 20 absents et les 60 qui votent mal, je m'en fiche qu'ils soient 80 ou 200. On l'a vu récemment sur le projet de loi sur l'avortement et le vote des députés du RN. Donc déjà, ça c'est ma première remarque. Ensuite, ma deuxième remarque, c'est une question aussi de moyens mis en œuvre
par rapport aux résultats obtenus. Le Front National, je crois, c'est 1972 de mémoire, la création, quoi, 52 ans. 52 ans, quel est le résultat, quelle est l'efficacité? Moi, je ne renie pas du tout mes engagements de jeunesse. Je crache pas dans la soupe, je suis ravi de l'avoir fait. C'est une formidable école de formation politique. J'y ai rencontré la plupart de mes amis et de mes camarades. Et c'est incroyable que des mouvements comme ça existent. Mais c'est efficace si ils font du travail de terrain, si les députés sont présents, s'ils font un vrai travail pour porter nos idées. Le problème, c'est que le système républicain et démocratique fait en sorte que les gens se renient petit à petit. Et ça, je l'ai malheureusement constaté trop souvent. Les gens se sont un peu, entre guillemets, obligés, même si on n'est jamais obligé de rien, mais sont un peu contraints de renier certaines de leurs convictions, de leurs idées. C'est tout le jeu de la dédiabolisation. Moi, quand j'étais adolescent et que je militais pour le Front National, il y avait un slogan qui était très simple: la vie pour les innocents, la mort pour les assassins. Ce qui voulait dire, les assassins d'enfants, on rétablit la peine de mort, et puis on est plutôt contre l'avortement. L'euthanasie n'était pas d'actualité à l'époque, mais le Front National était quand même majoritairement contre l'avortement. Aujourd'hui, il y a un glissement en 40 ans qui fait qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à se dire et à s'afficher contre l'avortement, par exemple. Et donc, si effectivement on gagne des pourcentages, mais que c'est au détriment de certaines de nos idées, je ne sais pas. La question reste posée, la question reste entière. Moi, je crois éventuellement à la politique de terrain, à la politique locale, à des élections locales, à prendre des mairies ou des choses comme ça. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Maintenant, des grandes échéances nationales ou européennes, c'est toujours pareil. Si j'ai 80 députés et qui font le travail et qui font bien le travail, c'est formidable. Je préfère en avoir 20 qui font un très bon boulot que 80, dont 60 qui font pas le travail ou qui ont même changé d'idée, peut-être parfois du tout au tout. Donc ça, c'est une vraie question, c'est des vrais débats. J'ai pas de réponse tranchée sur la question, mais voilà, il faut faire attention à ce discours-là parce que ça fait 50 ans et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat. Voilà. Non, non, c'est effectivement, de toute façon, on va pas faire l'émission sur un débat sur les élections ou la politique électorale. Mais c'est vrai que voilà, comme tu dis, c'est un vrai débat. Et je pense qu'une des questions un peu centrales quand même au cœur de ce débat, c'est l'énergie dépensée par rapport aux gains obtenus au final, quoi. Absolument, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Laurent Onzon, on parle très très bien à propos des manifestations ou d'autres manières de militer. C'est quels moyens je mets en œuvre et quels résultats j'obtiens. Voilà, c'est tout. Et en face, qu'est-ce que l'État met comme moyen pour me contrer? Voilà, moi, quand je vois l'énergie dépensée pour les élections de 2005, l'énergie, le militantisme, les gens qui s'investissent, etc., pour qu'à la fin on nous dise vous avez dit non, mais finalement la réponse ce sera oui, je me dis mais en fait tout est pipé. Les dés sont pipés, donc je joue à un jeu où déjà l'arbitre c'est un des joueurs, donc déjà c'est compliqué. Et puis tout est truqué, donc après c'est mon point de vue, moi je ne joue pas à des jeux truqués où je limite le plus possible. Et donc c'est une énergie folle pour beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions. Moi j'ai vu des copains s'investir pendant des années, puis se faire virer du jour au lendemain, un peu sans raison. Donc le monde politique est aussi parfois un peu triste et un peu décevant. Voilà. Et alors, du coup, une fois que tu as quitté en quelque sorte tes illusions démocratiques, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout arrêté? Non, non, j'ai pas tout arrêté. Je crois que dans ma vie, j'ai pas souvent arrêté de militer en entièrement. Après, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai rejoint des mouvements beaucoup plus petits, mais qui faisaient du travail plus de terrain. J'avais cité Propatria, le MAS, le mouvement d'action sociale, qui a quand même à son crédit d'avoir créé un club de sport qui existe toujours dans Paris, après 11 ou 12 ans, ou 13 ans même maintenant, d'avoir créé une émission de radio aussi, pareil, il y a 12 ou 13 ans, ou 14 ans, qui existe toujours. Donc voilà, des résultats avec un peu moins de moyens, mais des beaux résultats. Et donc voilà, j'ai milité dans des mouvements un peu plus comme ça. Et puis après, ça a été aussi au début des années 2010, les manifs pour tous. Après, ça a été les gilets jaunes. Plus récemment, je me suis investi localement en Bretagne, les manifestations contre les mesures pseudo-sanitaires, le Grete Reset, etc. Et puis après, j'ai rejoint en 2015 Academia Christiana. Voilà, donc j'ai orienté mon combat plus sur le local. Et tu parlais de prise de pouvoir tout à l'heure. Je considérais que la prise de pouvoir peut-être se ferait par la base, par du travail de terrain, par du travail de maillage du territoire, plus que par uniquement des élections. Peut-être les deux sont complémentaires d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai considéré que c'était peut-être plus efficace ce travail de terrain, ce travail social, ce travail presque humanitaire, on va dire. Je trouvais que c'était plus pertinent et plus cohérent. Ça me correspondait mieux en tout cas.
Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans ton parcours, qui est ta conversion. Qu'est-ce que ça alors est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, enfin, sans forcément rentrer dans l'intimité de la chose, mais, quand tu t'es converti au catholicisme, qu'est-ce que ça a changé en quelque sorte, dans ton rapport à la politique? Alors effectivement, je me suis converti à grosso modo à l'âge de 18 ans, j'ai été baptisé à l'âge de 19 ans, à Saint-Nicolas du Chardonnay. Ce que ça a changé peut-être dans mon approche de la politique, c'est que ça m'a donné une verticalité supplémentaire. La foi a été un excellent complément à mes convictions politiques. C'était intéressant parce que je me suis rendu compte que rien dans ce que j'étudiais de la religion catholique ne s'opposait à mes convictions politiques et réciproquement. Donc ça a scellé et voilà, ça a donné vraiment, ça a cimenté mes convictions politiques. Ça m'a donné, je disais, une certaine verticalité. Je crois que ma conversion à la religion catholique guérit définitivement contre l'esprit bourgeois. On l'est tous un petit peu, des comportements malheureusement de bourgeois, mais je pense que ça m'a bien guéri de ça. Ça m'a guéri définitivement contre la peur du qu'en dira-t-on et contre le respect humain. À partir du moment où je suis devenu catholique, je pense que ça m'a aidé encore plus à me dire quand c'est juste, quand c'est bien, peu importe ce que les gens disent, peu importe la réaction des gens. Alors il faut, c'est à modérer évidemment, mais il faut faire ce qui est juste, il faut faire ce qui est bien. Et puis, bah, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, tant pis. Hein. Comme disait Jeanne d'Arc, les hommes en armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Ça m'a donné aussi un apaisement. C'est-à-dire, je me dis, bah, si j'ai un résultat, c'est bien. Si je n'en ai pas, bah, c'est pas grave. Il faut le faire quand même. C'est des choses qu'il faut faire. Il faut être à sa place et il faut le faire. Et alors, autre chose aussi, qui arrive quand même souvent dans les engagements, moi, par exemple, tu vois, si je prends, ma génération, j'ai été finalement assez peu, militant, jeune. J'ai été plutôt un peu un consommateur, de conférences, j'ai participé à des manifestations. Ça m'est arrivé aussi de participer dans le cadre des campagnes présidentielles, au tractage, collage et cetera. Mais j'ai vu finalement que tous les gars de mon âge, de ma génération, une fois mariés, bah, ont abandonné toute forme, quasiment, d'engagement. Alors certains y reviennent, après, soit par des dons, soit par un engagement, dans les paroisses ou et cetera. Mais voilà, beaucoup finalement, passé le cap du mariage, se sont en quelque sorte rangés dans, bah, le cocon familial et du coup, voilà, investir en quelque sorte leur énergie, dans, l'amélioration du cadre, confortable, familial. Je suis peut-être un peu sévère, hein, et voilà, j'espère que certains se sentiront pas visés, parmi mes auditeurs, que je connais. Ouais, justement, toi, tu t'es marié et est-ce que justement le mariage, pour toi, ça a changé quelque chose dans la manière de s'engager? Alors, déjà, moi, je me suis marié très tard. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en ligne de compte. Je me suis marié il y a 10 ans, bientôt, ouais, pas tout à fait 11 ans. Donc j'avais 36 ans. Donc déjà, la problématique est différente chez moi. Ça m'avait permis déjà de méditer pendant 20 ans, déjà, avant de me marier. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je crois qu'on ne peut pas toute sa vie militer et s'engager de la même manière. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il est vrai que sans porter forcément de jugement de valeur ou de jugement moral, il est vrai qu'il y a une certaine facilité à dire ah ben maintenant je suis marié, j'ai plus le temps, tu comprends, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bon. En réalité, beaucoup de types qui arrêtent de s'engager pour se dégager du temps, ça les empêche pas d'aller jouer au golf, ça les empêche pas d'avoir un certain nombre d'activités de loisirs qui sont très honorables et très louables, hein. Mais il y a aussi une petite facilité, je pense, dans cette chose-là. Après, encore une fois, on ne peut pas militer de la même manière, s'engager de la même manière, parce qu'en fait, tous les engagements qu'on prend dans sa vie, c'est vrai, deviennent non pas contradictoires, parce que lutter pour son pays et pour son peuple, c'est aussi lutter pour sa famille et réciproquement. Un foyer uni, avoir faire des enfants, les éduquer correctement, les élever correctement, leur donner un cadre de vie favorable. Tout ça, ça participe aussi de l'engagement et du militantisme. Mais c'est une question, les journées n'ont que 24 heures et les semaines n'ont que 7 jours. Donc effectivement, à un moment, on ne peut plus faire les choses de la même manière, on ne peut plus prendre non plus les mêmes risques. Moi, je n'ai pas tout à fait pris les mêmes risques quand j'avais 20 ans ou 25 ans et que j'étais célibataire. Et aujourd'hui, que je suis marié, que j'ai 4 enfants, entre guillemets, à charge, j'ai charge d'âme. Donc je ne peux plus militer de la même manière. Maintenant, je crois qu'à chaque âge, sa manière de militer et sa manière de s'engager, et puis aussi en fonction de l'évolution de la société, des moyens mis en œuvre pour nous contrer, il faut adapter sa manière de militer et de s'engager. Mais je ne crois pas que le mariage puisse être un frein, ou en tout cas donner un coup d'arrêt
à du militantisme. Sauf si, comme tu le disais, te concernant tout à l'heure, les gens, sont des consommateurs. C'est-à-dire que si on prend l'engagement militant adolescent comme une passade, effectivement, je comprends que des gens disent: «Bah, c'est une passade, c'est une activité comme une autre. Je suis militant comme je ferais, comme je jouerais au tennis ou comme je ferais du tuning». D'accord, c'est une activité de loisir. Dans ce cas-là, je comprends qu'une fois marié, on se dise: «Bah, j'ai plus le temps de mon activité de loisir». Mais je crois que le militantisme et l'engagement, c'est pour toute la vie. Vraiment, c'est ma conviction profonde. C'est une promesse, envers son peuple, envers son pays, envers sa famille, envers ses amis, envers ses ancêtres, envers ses descendants. C'est une promesse et donc quand on fait une promesse, normalement, on essaye de la tenir jusqu'au bout. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu l'engagement militant. C'est ce qui fait qu'à 47 ans, je continue à militer, d'une certaine manière. Je dis pas que tout le monde peut le faire ou doivent le faire. Attention, il y a des cas particuliers. Je dis pas qu'il faut calquer, sa manière de faire, sur celle qu'on voit chez les autres. Mais je crois que ça ne doit pas être, un frein. Nos épouses peuvent aussi de temps en temps nous accompagner, militer aussi d'une manière ou d'une autre à nos côtés. Et donc je pense qu'au contraire, ça peut être un partage, ça peut être des choses, même les enfants, etc. Et c'est le cas notamment à Academia Christiana ou à Sursum Corda, qui est un camp d'été de famille. Bah voilà, il y a aussi des familles qui viennent et je pense que voilà, c'est vrai qu'on ne peut plus faire les mêmes choses de la même manière, mais je ne crois pas que ça doit être un mariage puisse être un coup d'arrêt au militantisme. Au contraire, je trouve que ça donne une saveur encore plus particulière. Je pense qu'on a encore plus envie de militer, de s'engager et de changer le monde quand on est marié et à plus forte raison quand on est parent, je trouve. Et du coup, tu disais, il y a finalement des âges, en quelque sorte, et donc des types d'engagement appropriés à tel ou tel âge. Moi, quand je t'ai connu, si je me trompe pas, c'est en 2015, ou 2014, de sport, que tu as déjà évoqué. C'était voilà ce club de sport qui était à l'époque, qui dépendait voilà du mouvement d'action sociale, qui existe toujours. Et c'était voilà déjà une forme d'engagement. Moi, je me souviens, je m'étais dit: «Voilà, ce gars, 6, 38, 40 ans, il est marié et il vient nous donner, une séance de sport par semaine». C'était déjà finalement est-ce que voilà, pour toi, le sport, c'était aussi une manière, en quelque sorte, de t'engager avec, bah, aussi les talents que tu avais développés, quoi? Oui, absolument. Je crois que ça fait partie des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que glisser un bulletin dans l'urne. Il y a aussi créer des clubs de sport, les faire vivre, créer des bars, des restaurants, des troupes de théâtre, des groupes de musique. Je pense que certains groupes de musique ont fait beaucoup pour nos idées. Je pense notamment à In Memoriam, mais il y en a plein d'autres. Je pense à In Memoriam parce que mon cousin en a été le batteur pendant des années. Très très bons amis qui font partie de ce groupe ou qui en ont fait partie. Il y a d'autres groupes de musique. Voilà, c'est des manières de s'engager et de militer qui ont toute leur place. Et le sport, oui, en fait partie, notamment dans notre milieu au sens large, où il faut faire attention à gérer les frustrations, la colère, la violence qui peut émaner de certains. Et je pense que le sport en général et la boxe en particulier peut être une très bonne manière de canaliser les énergies, voilà, de cadrer la jeunesse, de l'éviter de tomber dans certains pièges, de l'aider à se former physiquement, psychologiquement. Et donc, oui, pour moi, c'est une forme d'engagement. Et d'ailleurs, même pas que dans le milieu politique, puisque je donne des cours aussi dans un club en Bretagne. Et je crois que s'engager au sein même de la cité pour former la jeunesse, quelle qu'elle soit, pour, voilà, pour les cadrer, pour les canaliser, encore une fois, pour éviter certaines formes de violence un peu stériles, je pense que ça a une vraie valeur, c'est une vraie valeur ajoutée pour la vie communautaire de la France, du pays dans lequel on est. Et donc, oui, oui, ça fait partie des choses qui, pour moi, sont extrêmement importantes. Et puis, à 47 ans, effectivement, je ne vais pas passer des nuits entières à coller des affiches. Je pourrais le faire si on me le demandait gentiment, mais je pense que ce n'est plus ma place. Voilà, c'est plus ma place. Mais voilà, ma place est peut-être ailleurs. Et je pense qu'il y a d'autres formes d'engagement qu'on peut trouver en fonction effectivement de ses talents, de ses capacités, de ses qualités, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de partager. Oui, c'est une forme d'engagement comme une autre. Mais faire la cuisine, c'est une autre forme d'engagement. Garder les enfants pour une épouse quand son mari passe une semaine dans une université d'été à donner des conférences ou à animer des choses, eh ben, c'est aussi une forme d'engagement finalement. Les femmes aussi sont des militantes politiques de l'ombre et hommage leur soit rendu ici. Et alors l'enseignement, c'est un engagement aussi? Oui, j'ai été une formation d'architecte, je suis architecte de métier et j'ai été enseignant pendant 15 ans. Et l'enseignement aussi est une forme d'engagement parce que ça fait partie de la formation. Et former des gens,
les aider à devenir plus intelligents, plus logiques, plus lucides, leur donner des clés de compréhension, des clés de lecture. Je pense que c'est extrêmement important. L'enseignement, évidemment, est un milieu qu'on attribue à la gauche ou à l'extrême gauche. On dit, moi j'entends ça depuis des années, mais les profs c'est tous des gauchistes, et ben devenez prof. Et puis il y aura moins de profs gauchistes et plus de profs entre guillemets de droite, même si j'aime pas ces terminologies et cette manière de séparer la politique. Voilà, il y aura plus de gens de nos milieux qui donneront des cours, qui fonderont des écoles et qui formeront la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un vrai engagement, l'enseignement. Dans tous les métiers, on peut transpirer ses convictions et être un exemple, être un modèle, faire passer des messages. Mais je crois que l'enseignement, que ce soit en bas âge ou même en faculté. Alors en faculté, moi j'étais enseignant en fac, je les récupérais entre guillemets un peu tard. Moi quand les gamins avaient 20 ou 22 ans, ils avaient déjà fait toute l'éducation nationale, leurs premières années de fac, c'est plus compliqué de modifier, de corriger le tir, mais on peut continuer voilà, et puis à leur donner des diplômes. Ça a été fait avec l'UP de Management et Nouvelles Technologies d'Assas, qui a fermé maintenant depuis quelques années. Mais voilà, c'est aussi donner des diplômes à des gamins, c'est aussi les aider à avoir une meilleure situation professionnelle après. Tout cela participe de l'amélioration du quotidien et tout cela, à mon sens, tend vers le bien commun. Et alors, on a parlé un peu de famille. Est-ce que pour toi, la famille, c'est aussi d'une certaine manière une continuité de l'engagement? Ah oui, complètement. C'est une continuité de l'engagement parce que, déjà, c'est un modèle et un exemple, pas forcément un modèle, je ne vais pas prendre le terme de modèle parce que c'est extrêmement prétentieux. Je vais prendre le terme d'exemple. On montre un exemple, une manière de faire les choses à ses enfants, ou aux enfants des autres d'ailleurs. C'est une manière de leur montrer l'exemple. Et puis, avoir une famille, je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, avoir une famille, la pérenniser, tenter de faire en sorte qu'elle soit la plus stable possible, ça fait partie de l'engagement. Faire des enfants, ce qui ne veut pas dire que quand on n'a pas d'enfants, on ne peut pas être un bon militant ou s'engager, attention, hein. J'ai dit que faire des enfants, ça participe de l'engagement. Il faut avoir une volonté nataliste, je pense, de faire des enfants, de les élever correctement, de les éduquer correctement. Et la famille est pour moi la micro-société par excellence. Et si le gouvernement ou l'État ou nos ennemis ou nos adversaires, appelons-les comme on veut, s'attaquent de manière aussi féroce à la famille, à l'entité familiale et aux enfants, c'est qu'il y a une raison. C'est que réellement ce socle est vraiment extrêmement important pour la vie de la société, pour la vie du pays. Et donc je crois que c'est aussi une manière de s'engager, absolument. C'est une manière de militer. Avoir une famille, faire des enfants, c'est une manière de militer aussi. Alors, tout ça, finalement, tout ce que la manière dont tu t'es construit, quel est le rôle de ta formation intellectuelle, si d'ailleurs tu en as reçu une, enfin, ouais, d'une manière ou d'une autre? Quelle est la part on va dire le rôle qu'a joué les idées et la formation intellectuelle dans tes engagements et dans même la continuité, la durée, la pérennisation de tes engagements? Il y en a pas eu tellement parce que, encore une fois, j'étais étudiant en école d'architecture et ça n'a pas été un appui pour mes convictions politiques. Il y a pas eu de jonction entre mes études et la formation que j'ai reçue et mes convictions politiques. Après, à l'inverse, certainement que mes convictions politiques ou mes convictions religieuses ont orienté ma manière de voir mon métier, de concevoir l'architecture, de concevoir Ouais, mais ce que je veux le... dire, c'est qu'en gros, tes idées, tu les as bien acquis quelque part? Ah, je pense que c'est des lectures et c'est beaucoup de rencontres. Moi, j'ai peu acquis d'idées dans mes études. Toutes les idées que j'ai acquises, que j'ai modifiées, peaufinées, fois mises un peu de côté ou changées légèrement, tout ce travail a été fait par des discussions, par des rencontres humaines. Et c'est comme ça que j'ai construit mon corpus idéologique, avec aussi des lectures, mais beaucoup avec des rencontres. Le fait aussi d'avoir cette volonté un peu transcourant, d'aller discuter, faire des manifestations avec des identitaires, avec des gens complètement, pas, je dirais pas aussi aux identitaires, mais avec des gens qui n'étaient pas du tout dans cette ligne-là. Voilà, ça me permettait de piocher les idées, de les confronter, aussi de confronter moi mes idées. Et c'est plus comme ça que j'ai acquis le corpus idéologique que j'ai aujourd'hui. Beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail. C'est des soirées entières à écouter des émissions sur YouTube ou des podcasts ou lire des choses parfois contradictoires et contraires. C'est plus comme ça que par ma formation d'étudiant ou par ma formation intellectuelle.
J'ai pas vraiment reçu, moi, de formation intellectuelle ou de formation politique spécifiquement, En fait, mais d'une j'ai certaine fait. manière, tu l'as reçu, mais tu l'as pas reçu, on va dire, dans un cadre universitaire. Tu l'as reçu, Voilà, je l'ai pas voilà, reçu par dans un cadre par universitaire. discussion. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, mais c'est ce que j'étais en train enfin, c'est ce que je voulais un peu, voilà, essayer de comprendre. C'est en gros, quand on a un certain nombre d'engagements, quand on a un certain nombre d'idées, c'est pas quelque chose qui, repose sur rien. Ça repose forcément sur des choses qu'on a appris, qu'on a Oui, absolument. compris et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu comment, du salaire chez toi, tout ça, s'était formé, quoi. Oui, c'est vraiment beaucoup. Quand tu passes des nuits entières avec des camarades, quand tu passes des semaines entières avec des camarades, quand tu passes des week-ends entiers avec des camarades, quand tu fais des manifestations, quand tu fais de temps en temps un petit séjour au poste de police, quand tu confrontes tes idées avec pas forcément des adversaires d'ailleurs politiques, parfois avec des camarades qui sont absolument pas d'accord avec toi sur tel ou tel point, des rencontres aussi avec des camarades italiens, notamment les gens de Casapande, dont je me suis rapproché dès 2006. Voilà, c'est des jonctions qui se font. Moi, j'ai aussi une grande facilité à discuter avec des gens qui ne sont pas du tout de mon bord politique. J'ai de très très bons amis musulmans avec qui je confronte énormément d'idées et de convictions, et c'est passionnant. Et c'est comme ça que je me suis construit, que je continue d'ailleurs à me construire aujourd'hui. C'est comme ça que certaines de mes idées d'ailleurs continuent à évoluer, parce que je crois qu'on en apprend toute sa vie sur tous les sujets, et notamment en matière de politique et de militantisme et d'engagement. On en apprend vraiment toute sa vie, et des nouvelles manières de voir les choses, de voir le monde, de s'engager. Et voilà, c'est plus par des rencontres, des discussions, quelques livres, quelques émissions, mais voilà, c'est plus comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que, on va dire, le fait de plus croire dans les élections, est-ce qu'il y a d'autres choses, en quelque sorte, qui sont, tu as des illusions, en quelque sorte, de tes 20 ans, que tu as abandonnées, au fur et à mesure de tes engagements? Il n'y a pas de choses que j'ai réellement abandonnées. Disons que cette déception de la politique orientée vers d'autres combats, d'autres manières de voir les choses. Après, il y a peut-être l'efficacité de la manifestation violente. Moi, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, je croyais que peut-être manifester pouvait changer les choses, voter pouvait changer les choses, montrer qu'on n'était pas d'accord pouvait changer les choses. Je suis un peu revenu là-dessus. Et puis, je suis revenu sur une autre chose aussi, c'est qu'il faut pas essayer, je crois pas qu'il faille vouloir convaincre les gens. On convainc pas les gens. On leur donne des pistes de réflexion, on leur pose des questions, on les pousse à réfléchir. Mais j'ai arrêté de croire aussi que je pouvais convaincre les gens, et que ça allait être le grand réveil, le grand soir, que ce soit d'ailleurs dans la douceur ou dans la violence. J'ai arrêté de croire à ça. Ça, c'est une de mes illusions que j'ai définitivement perdue il y a 4 ans lors de la pandémie. Là, j'ai définitivement mis mon chapeau là-dessus. On ne peut pas convaincre les gens. Voilà, on peut les pousser à la réflexion, et eux-mêmes après peuvent éventuellement changer. Moi, je suis un jardinier, je plante des graines, je pose des questions, je plante des graines. Si ça pousse, c'est bien. Si ça pousse pas, tant pis. Mais j'essaye plus de faire le travail entier, de convaincre des gens. Ça, j'ai un peu arrêté le fait d'essayer de convaincre. Voilà. Ça, c'est un vrai changement au fur et à mesure, et qui a été radical à partir de 2020. Et alors, est-ce qu'il y a justement des choses, là, on a parlé justement des croyances ou en tout cas des choses qui ont évolué au fur et à mesure, des années, de la maturité et cetera. S'il y avait une chose dans laquelle tu croyais toujours depuis tes 20 ans, ce serait quoi? Très bonne question. En matière d'engagement et de militantisme. J'imagine, voilà, il y a évidemment la foi, enfin, on croit toujours en Dieu, enfin, voilà, et cetera. Hmm. Bah, enfin, voilà, je suppose, vu comme je te connais. Je voulais dire, voilà, tu vois, par rapport, voilà, à la vie, à l'engagement de manière générale, c'est quoi peut-être le truc finalement, à 20 ans, tu t'es dit: «Voilà, c'est pour ça que je le fais, c'est comme ça que je vois» et aujourd'hui, de sa manière, cette petite chose qui peut paraître peut-être, voilà, petite, tu y crois toujours, voilà, ça n'a pas, la raison pour laquelle tu t'es engagé, enfin, je sais pas, voilà, c'est une Alors, question ouverte, quoi, je je viens d'avoir un flash qui n'a jamais changé entre 16 ans et aujourd'hui. C'est la conviction profonde que je peux apporter quelque chose aux gens qui m'entourent, et améliorer leur vie, et améliorer leur quotidien, et les aider à aller dans le bon sens. C'est cette conviction peut-être un peu prétentieuse, mais l'histoire m'a donné raison, l'histoire donne raison à certains mouvements auxquels j'ai participé. Je pense qu'on peut apporter énormément de choses aux gens. Je pense que nous avons un devoir, c'est même pas un droit de militer, nous avons un devoir de militer, de nous engager pour améliorer le quotidien de notre peuple. Et je crois que beaucoup de choses ont été faites, et bien faites, ont été efficaces.
et on a beaucoup de retours, que ce soit avec Academia Christiana ou avec d'autres mouvements dans lesquels j'ai milité. Nous avons aidé notre peuple, d'une manière ou d'une autre. Nous l'avons aidé, nous l'avons soutenu par des biais très très divers. Et ça, j'y crois encore. Et ça, je crois encore que nous devons continuer parce que si victoire il y a un jour, cette victoire-là, on ne pourra pas nous l'enlever. C'est-à-dire d'avoir empêché des gamins peut-être de tomber dans certains pièges, d'avoir empêché des gamins de mal tourner, d'avoir empêché des gamins de partir à l'étranger et puis finalement dire ah ben non je reste en France parce qu'en fait vous avez raison monsieur, il faut rester en France, il faut continuer à se battre pour son pays, vous avez raison, je vais pas partir à l'étranger. Ça pour moi c'est des petites victoires, mais c'est des victoires qui sont incroyables. Voilà. La grande réussite notamment d'Academia Christiana, même si c'est pas le sujet du jour, c'est ça, c'est d'aider des gens, d'aider des gamins et des gamins qui reviennent et qui nous disent après merci, on est encore là et on va s'engager et on va continuer, c'est une transmission de flambeau aussi, et ça, j'y crois encore, et j'y crois plus que jamais. Je crois que la victoire, elle est là, dans Et l'amélioration des petites choses du quotidien de nos concitoyens. t'as déjà rencontré des trucs dans ta vie par rapport à tes engagements ou même ta vie en général qui, à un moment donné, t'ont fait douter de la pertinence justement de continuer à s'engager? Jamais, jamais. La seule chose, c'est que j'ai modifié ma manière de militer ou ma manière d'aborder les choses en fonction des désillusions que j'ai eues. Ça, c'est vrai. Je le disais pour le fait d'essayer de convaincre les gens, j'ai arrêté définitivement. Ça, c'est sûr et certain. Donc j'ai modifié ma manière de voir les choses, ma manière de militer, mais pas une, je crois pas, hein, j'ai pas souvenir une seule fois de m'être dit, ouais, c'est bon, j'arrête, il le mérite pas, ou j'ai pas que ça à faire, ou ça, c'est trop décevant. Telle chose est décevante, et ben on arrête cette chose et puis on oriente son énergie ailleurs. C'est toujours comme ça que j'ai fait. Donc il y a rien qui m'a, traumatisé au point de me dire non, non, j'arrête, jamais. Très honnêtement, j'ai pas souvenir de ça. Et alors là, par rapport, si tu voulais t'adresser aux jeunes qui ont 20 ans, là, qui nous écoutent, qui sont engagés comme toi, qu'est-ce que tu voudrais un peu leur dire comme message par rapport justement, toi, à ces 10 ou 20 ans de recul que tu as par rapport à leur propre engagement? J'ai presque 30 ans de recul par rapport aux jeunes de 20 ans, mon pauvre. 30 ans, ouais. Euh, je leur dirais que c'est pas un jeu. Le militantisme n'est pas un jeu. Et ça c'est ce que je répète souvent, il faut faire les choses avec sérieux et ne jamais se prendre au sérieux. Donc ne vous prenez pas au sérieux, mais faites les choses avec sérieux. Ne lâchez jamais rien. Restez droit et fier et continuez. Engagez-vous aujourd'hui à 15, 17, 20 ans, 22 ans. Engagez-vous aujourd'hui, mais continuez. Continuez, c'est pas juste une partie. C'est pas une partie à laquelle on joue pendant quelques années, je ne crois pas en tout cas. Continuez, engagez-vous, et peut-être, de temps en temps, je dirais à certains, écoutez un tout petit peu les anciens. Ça fait un peu vieux con toujours de dire ça, mais moi je suis ravi d'avoir eu des anciens à écouter, et des anciens que je respectais, et des anciens avec qui je traînais et que j'écoutais et j'analysais ce qu'ils disaient, je discutais, je posais des questions. Et ça, c'était extrêmement enrichissant. Et ça, ce passage de flambeau, il y a eu un petit loupé ensuite à ma génération ou celle juste après. Il y a eu un petit loupé dans le transfert de flambeau. Il y a eu un peu une faille entre les générations de militants. Et donc ça, c'est un peu dommage. Donc conserver voilà, à chaque âge, chaque personne de chaque âge a des éléments à vous apporter, des éléments pertinents à vous apporter. Écoutez aussi, soyez ouverts d'esprit. J'ai envie de leur dire, soyez ouverts d'esprit. Ne soyez pas étriqués. Voilà, restez fiers quand on est droit, fier, vertical. On n'a pas peur de l'altérité, on n'a pas peur de la discussion, on n'a pas peur même d'écouter des gens qui sont pas d'accord. Voilà, soyez ouverts d'esprit. Ne jetez pas d'un revers de la main des choses qui viennent d'ailleurs sous prétexte que ça vient d'ailleurs. Écoutez, si c'est bon à prendre, vous le prenez. Si c'est pas bon à prendre, bah, vous le laissez de côté. Mais soyez ouverts d'esprit et engagez-vous. Voilà. Vous avez 17 ans aujourd'hui, ayez 17 ans pour toute la vie. Voilà. Ça ne veut pas dire rester un adolescent un peu parasitaire, ça veut dire que la fougue que vous avez, il faut que vous la mettiez toute votre vie au service de vos idées, et plus que au service de vos idées, au service de votre peuple et de votre pays. Et alors, si maintenant tu t'adressais à un mec de 40 ans qui est toujours pas engagé, tu lui dirais quoi? Je dirais, mais qu'est-ce que tu attends? Bah oui, c'est pas grave de ne pas être engagé à 40 ans.
Moi, j'ai commencé à 16 ans, j'aurais pu commencer à 20, 30 ou 40 ou 50. N'attendez plus. N'attendez plus, engagez-vous maintenant, d'une manière ou d'une autre, dans le sport, dans vos paroisses, dans vos familles, dans tel ou tel mouvement, d'une manière ou d'une autre. Soutenez les mouvements locaux autour de vous. Même à 40 ans, vous pouvez y aller et les aider d'une certaine manière, et vous avez énormément à apporter, parce qu'un type de 40 ans, même s'il a jamais milité, eh ben, il a un parcours professionnel, personnel, familial, psychologique, rituel, qui fait qu'il a des choses à dire, des choses à apporter. Et donc, engagez-vous. Nous avons besoin de vous. Alors, il y a une petite chose aussi qui me revient là en tête par rapport à une discussion et par rapport à des réflexions que j'ai déjà entendues. Souvent, une critique qui peut être faite au militantisme, c'est le côté, un peu borné, d'avoir des œillères. Tu vois, le militant, c'est un mec qui est convaincu et donc du coup, il est pas trop dans la réflexion philosophique, le débat et cetera, quoi. Le gars, il défend une idée et même entre guillemets, si on lui montre, qu'il a potentiellement tort, le gars, il va continuer à rester dans son idée. Toi, justement, je considère que tu n'es pas trop dans cette optique-là, mais heu qu'est-ce que tu aurais à dire justement par rapport à cette critique qui peut être faite, du militantisme? Alors ça, c'est un travers dans lequel tout le monde tombe, malheureusement. Et pas seulement les militants politiques, hein. D'une manière générale, l'être humain reste campé sur ses positions, ce qui peut sembler assez normal. Maintenant, enfin normal et naturel en tout cas. Maintenant, être capable de dépasser ce stade-là, il faut être droit, fier, fort. Il faut justement être convaincu pour pouvoir aller piocher ailleurs. Et puis, faut être humble. En fait, c'est une vraie question d'humilité. La vraie question profonde de ça, c'est l'humilité. Est-ce que c'est du courage et de l'humilité? Est-ce que j'ai l'humilité d'admettre que je me suis trompé? Moi, il y a des choses que je ne vais pas évoquer ici, mais il y a des sujets sur lesquels j'ai changé du tout au tout. Mais complètement. J'ai cru certaines choses pendant 43 ans, et puis après, j'ai dit, en fait, je me suis trompé depuis 43 ans. Et voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave de se tromper. Donc déjà, c'est pas grave d'avoir eu tort. Si en tout cas à l'époque on avait tort et où on donnait ses idées et on apportait ses idées, on le faisait pas avec agressivité, avec mépris, etc. À partir du moment où on n'est pas dans le mépris, dans l'agressivité, bah, c'est plus facile de changer d'avis. C'est plus facile pour moi de changer d'avis parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord, j'essaye en tout cas de pas le mépriser. Je dis bon, au pire je l'écoute pas si vraiment ça me semble complètement absurde. Au pire je l'écoute pas, mais je vais jamais mépriser quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Enfin, je vais essayer en tout cas de pas le faire. Pour se sortir de ce piège-là, d'être borné, il faut avoir du courage, faut cultiver son courage, son humilité, son ouverture d'esprit, et puis dire les choses, et puis vraiment être capable d'aller piocher ailleurs, quoi. Il y a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai lu pratiquement tous les bouquins du Comité Invisible, qui est un mouvement plutôt qui est catalogué à l'ultra-gauche, et c'est passionnant, c'est riche d'enseignements, c'est passionnant, c'est très très pertinent. Tous les billets de Julien Coupa, qui était une des grandes figures de ce mouvement pendant pendant la pandémie, c'est incroyable de pertinence, de courage, de bon sens. Il y a beaucoup à prendre en fait dans des courants de notre mouvance, mais un peu différents de nous, et aussi dans d'autres mouvances et dans d'autres choses. Voilà, je crois il faut enlever ses œillères. Et pour les enlever, il faut être courageux et humble. C'est vraiment, c'est les deux, pour moi, c'est les deux points sur lesquels il faut travailler. Voilà, pour enlever ses œillères et être capable de dire, mais oui, mais telle personne, ce grand penseur socialiste, d'ailleurs plutôt anti-catholique de la fin du 19e siècle, disait des choses extrêmement pertinentes sur tel et tel et tel sujet. Donc reprenons ce qu'il disait, parce que c'est extrêmement pertinent, c'est riche. Bah, il était anti-catholique, d'accord. Mais donc, je suis pas en train de faire un cours de catéchisme avec ses écrits. Je suis en train de faire une étude sociologique ou de voir des problématiques sociales ou économiques ou humaines à l'éclairage de ce qu'il a dit. Bah, si c'est intéressant, prenons-le. Pourquoi ne pas le prendre sous prétexte que voilà, vraiment, c'est quelque chose moi qui m'a toujours marqué depuis que je suis gamin. C'est l'incapacité de certains de dire mais je prends dans ce qui est catalogué à gauche, dans ce qui est catalogué à droite, je prends parce que c'est intéressant. Si c'est intéressant et riche et pertinent, pourquoi ne pas le prendre sous prétexte que c'est pas estampillé de la bonne couleur? Vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment du mal, j'avoue. Alors pour conclure, je vais te poser une question un peu à la con, mais pour toi, ce serait quoi le monde idéal si, ton militantisme avait porté ses fruits? Alors ça va sembler peut-être paradoxal à certains. Moi, je rêve d'un monde libre. Je rêve d'un monde où les gens seraient libres. Alors évidemment, ce terme de liberté, il a été tellement galvaudé,
comme souvent d'ailleurs le font nos ennemis, hein. Ils récupèrent des mots, ils en changent le sens, et puis c'est l'inversion accusatoire du pervers, hein. Ceux qui font un peu de psychologie connaissent ça par cœur. Donc on prend un mot et on le vide de sa substance et on inverse sa réalité. Ils l'ont fait avec le progrès, avec la liberté, avec plein de choses. Moi, je rêve d'un monde libre déjà parce qu'en tant que catholique, je rappelle que nous sommes libres de faire le bien et nous sommes esclaves du péché, donc esclaves du mal. Donc déjà, quand nous perdons notre liberté, nous tombons dans le mal. Donc déjà, ça c'est le premier rappel que je voudrais faire. Et ensuite, je rêve d'un monde libre où les gens ne seraient plus esclaves du système bancaire, ne seraient plus esclaves justement de leurs œillères, ne seraient plus esclaves du qu'en dira-t-on, ne seraient plus esclaves de leur patron. Je vois trop de gens esclaves dans leur boulot, je vois trop de gens esclaves dans leur famille, je vois trop de gens. Nous sommes dans un monde d'esclaves et ça perdure et c'est de plus en plus prégnant. Quand on en est à présenter un QR code pour aller prendre un café, je me dis que le monde est vraiment dû à l'état d'esclavagisme pur. Quand on dit aux gens allez à la plage, mais vous n'avez pas le droit de marcher ou vous n'avez pas le droit de vous arrêter parce que c'est une plage dynamique et que les gens le font, je me dis qu'on est quand même vraiment tombé dans un monde parallèle. Et moi, je rêve de tout sauf de ce monde-là. Donc, tout mon militantisme a toujours été basé sur cette chose-là, apprendre aux gens à penser par eux-mêmes, à leur apporter des clés de compréhension et à faire d'eux des hommes et des femmes libres. Moi, je rêve que les gens soient libres. Et mon monde idéal, c'est un monde libre, ou évidemment cadré par des lois, par des trucs. Évidemment, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne prône pas l'anarchie complète, c'est pas Woodstock toutes les semaines. Mais je dis que je rêve d'un monde libre. Voilà. Libre, où les gens auraient le droit de penser, auraient le droit de parler, sans finir en prison, ou sans voir sans se faire vitrioler le visage parce qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas conformes au monde dans lequel nous vivons. Vraiment, moi, c'est ça mon rêve. Pour moi, c'est ça. Si on avait gagné, aujourd'hui, nous serions libres. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Et bah écoute, voilà, j'espère t'as convaincu beaucoup de militants de rejoindre le camp du Libertyland Ouais, et c'est de exactement ça. écoute Julien, je te remercie beaucoup, Merci à toi de ton pour ton accueil soutien. et de ta sollicitude. Voilà, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés effectivement à se poser la question de l'engagement. Je pense que tu l'as montré à travers un peu cette discussion, que l'engagement, ça peut prendre un sens beaucoup plus large que le triptyque militant qu'on évoquait au début de ce podcast, collage, tractage, boitage, manifestation, etc. Qu'on peut être engagé toute sa vie et que finalement on s'engage aussi avec son talent, avec ce qu'on est, et que finalement voilà l'important c'est une forme de fidélité et aussi voilà d'humilité au service effectivement de faire éclore, je pense, une vraie liberté, une vraie grandeur dans les hommes. Merci encore Julien. Merci à toi, Victor. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos remarques. Vous avez été nombreux à me saluer, me croiser au Pèlerinage de Chartres. Eh bien voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Envoyez-moi vos messages, vos suggestions. Je suis toujours très heureux de les recevoir. Et ça me fait plaisir voilà, d'échanger un petit peu avec mes auditeurs. À très bientôt.